Bon, et bien c'est parti, bonjour à tous, rebonjour, bienvenue sur le troisième webinaire de la Mobile Banking Factory 2. Donc voilà, comme à chaque fois, je fais une petite introduction concernant la Mobile Banking Factory 2, donc pour juste recadrer un petit peu le principe de l'événement, puisqu'il y a de nouveaux inscrits un petit peu tous les jours. Donc voilà, la Mobile Banking Factory 2, c'est en fait un challenge de développement d'applications mobiles organisé par donc le CA Store, qui dure 2 mois, qui a commencé le 14 mars dernier et dont le thème est autour des transports des véhicules connectés. Donc c'est un challenge en fait qui se fait en 4 étapes. Donc comme je disais, le samedi 14 mars, qui en fait était la journée de lancement donc à Paris. On est en ce moment dans une phase de webinar où on a la chance d'avoir 12 webinars autour des API des partenaires pour vous accompagner dans le développement de vos applications mobiles. On a ensuite trois micro-hackathons qui vont en fait suivre donc le deuxième mois de ce challenge. Et on fait une grande finale au village qui aura lieu le 19 mai. Comme je vous disais, un petit feedback sur la journée de lancement. Donc on a eu 200 participants, 25 idées pitchées, une quarantaine d'équipes en compétition. Donc voilà, il y a des petites photos sur Facebook et sur Flickr que je vous invite à regarder. La Mobile Banking Factory, c'est donc co-organisé par Orange Partner, PSA, Peugeot Citroën, Salesforce, Exi. C'est en partenariat avec Deezer, Motwin, Uber et Zenpark. Et c'est supporté par toute une équipe de partenaires également, des partenaires communautaires, donc les Digiculteurs, Aura Technologies, Parcadom et Le Village, mais également des médias partenaires, Big Geek, Bonjour Idée, Comitstrip, Programmer, les objets connectés et le web des objets. Voilà, donc plus de 50 000 € de dotation à l'occasion de la Mobile Banking Factory. Pour rappel, le Crédit Agricole Store offre 30 000 € d'achat média que se partageront les 3 meilleures équipes du challenge. Voilà également, pour rappel, voilà l'agenda des webinars. Donc cette semaine, on a donc commencé avec Orange mardi et mercredi avec Salesforce, donc qui sont en ligne sur la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory. Et aujourd'hui, le webinaire du Crédit Agricole Store avec les équipes du Crédit Agricole Store que je vais présenter. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à enregistrer individuellement chaque membre de vos équipes sur ce bit.ly. Donc bit.ly/teammbf2. C'est très important pour nous puisqu'ensuite, derrière nous, on vous invite sur Slack. Ok, donc voilà, comme je vous disais, la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory 2, sur lequel vous retrouverez tous les enregistrements qui ont été faits dans le cadre de la Mobile Banking Factory. Voilà, donc Slack, pour nous, c'est un outil très important. Pour vous aussi, puisqu'en fait, c'est par ce biais qu'on vous communique toutes les informations et que on vous suit, on fait le follow-up. Vous pouvez également échanger sur ce qu'on appelle les channels, qui vous permettent de poser les questions directement aux partenaires concernés sur les API en question. Donc vous avez un groupe Crédit Agricole Store sur lequel Benjamin et Guillaume sont actifs. Donc voilà, alors oui, voilà l'équipe donc du Crédit Agricole Store. Donc Guillaume que vous avez déjà vu lors de la journée de lancement. Il y a également Benjamin qui est à ses côtés, qui en fait interagira également sur l'interface questions. Malheureusement, Benjamin, j'avais pas de photo de toi, et j'en ai pas trouvé, donc voilà, j'ai pas une magnifique photo de profil pour toi, mais j'espère que tu m'en enverras une pour le prochain webinar. Et du coup, voilà, donc pour les participants, si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement par l'intermédiaire de l'interface questions du webinar. Et puis, voilà, Guillaume va faire sa présentation et Benjamin répondra à ces questions en parallèle. Guillaume, est-ce que tu es avec nous? Ça va, tu es là? Eh bien, écoute, je te laisse la main, t'es prêt? Ouais, c'est parti, c'est parti. Voilà, donc j'ai également lancé l'enregistrement. Donc l'enregistrement de ce webinaire sera ensuite sur la chaîne YouTube. Guillaume, c'est à toi. Ok, c'est parti.
Alors bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce premier webinaire CA-Store, en tout cas dans le cadre du hackathon, c'est le premier webinaire entièrement orienté sur l'API CA-Store. Pour ce webinaire, comme l'a rappelé Alexandre, je suis accompagné de Benjamin Ratti. À nous deux, on représente une expertise assez transverse sur l'API. Donc, sur des questions aussi bien techniques sur la partie haute ou sur l'usage de l'API. On travaille sur le sujet depuis un bon petit moment maintenant. Donc on a eu l'occasion d'accompagner les développements de plusieurs applications mobiles. Et on connaît un petit peu les difficultés qui peuvent survenir, en particulier dans les débuts des projets de développement. Souvent les difficultés liées aux exigences de sécurité, donc en particulier la partie haute. Donc, ce qu'on se propose pour ce premier webinaire, c'est de repasser ensemble sur les premiers aspects de l'expérience du développeur. C'est-à-dire que le développeur, ça peut être n'importe qui, comme on l'a vu lors de la journée d'initialisation du hackathon. Donc ce développeur, il va pouvoir accéder à l'interface web, se créer un compte et puis démarrer. Il va vite être confronté aux questions de haute. Et parfois, ça va mettre un petit peu de temps à démarrer. Donc là, ce qu'on se propose, c'est de vivre ensemble ces premières étapes. Donc il y aura peut-être un peu de redite par rapport aux choses que j'ai pu dire samedi 14, mais surtout, on va les illustrer avec du concret. Donc, je vais beaucoup parler. Benjamin également interviendra pour faire des démonstrations techniques. Et on aura une petite séance, on réserve un peu de temps à la fin pour faire des questions-réponses. Donc, alors je ne sais pas, pour ceux qui étaient là le 14, vous reconnaissez peut-être un petit peu le slide. Là, on retrace un petit peu l'expérience du développeur. Comme j'ai dit, il commence par se créer un compte sur le portail CA-Store. Et puis derrière, il aura tous les accès pour créer les applications, comme je l'indique ici, et pour derrière s'authentifier au sein de sa propre application en cours de développement. C'est un fonctionnement pour les personnes qui ont déjà développé sur Facebook, par exemple, qui est assez similaire, que qu'on teste en plus sur les mêmes protocoles. Dans l'ordre, je me crée un compte, je fais tout ce qui est nécessaire pour que mon compte fonctionne, donc je vais y revenir. Et puis je vais aller créer une application, et le portail en échange va me donner ce qu'on appelle des consumer keys. Donc consumer key, un consumer secret. En gros, ce seront les identifiants hôtes de mon application. On va faire tout ça ensemble pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Dans le périmètre de ce hackathon, encore une fois, on reste sur le démarrage. On reste sur comment j'initialise mes développements, comment je me mets en route. Dans le cadre du prochain hackathon qu'on animera un peu plus tard, on verra les étapes suivantes, c'est-à-dire comment je termine mon application, qu'est-ce que je dois faire dans le portail. Donc pour toutes ces questions, je vous invite à peut-être les garder pour la prochaine fois ou les saisir dans le Slack en attendant. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a une grosse case de raccordement des comptes BAM. Il faut comprendre le langage BAM, comme je l'avais expliqué la dernière fois, ça désigne le compte en banque du client. Le développeur, il n'a pas forcément de compte en banque. Donc, au moment où il crée son compte Castor, il choisit un identifiant, il choisit un mot de passe. Et comme tout utilisateur ou développeur Castor, on va lui demander de raccorder à ce compte un compte bancaire. Et quand il naviguera dans l'application plus tard, il verra ces informations-là. Comme on est conscient que tous les développeurs n'ont pas de compte bancaire, on fournit tout simplement, là ce qu'on voit un petit peu en petit dans les slides et qu'on vous montrera en réel sur le portail, un ensemble de comptes de tests qui sont hébergés sur une caisse qu'on appelle la caisse des développeurs. Je continue un petit peu mon explication et on va faire une démonstration de tout ça directement dans la foulée. Le dernier point qui est en bas, je pense que certains ont pu aller voir depuis la dernière fois, c'est la documentation du CA-Store.
C'est la seconde étape hein, que le développeur va vivre, on va dire. C'est d'aller lire cette documentation pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, dans mon écran, je suis effectivement sur cette documentation, je retourne à la page de base. On l'a un petit peu travaillé, comme j'avais dit, pour qu'elle soit un peu plus claire pour ce nouveau hackathon. Donc la première page, je vous invite à la lire, c'est vraiment vue d'ensemble, quelques règles de sécurité, un rappel du modèle, donc ça je vais le remontrer dans mes slides juste derrière, et surtout on va naviguer tout à l'heure dans l'API en concret. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'onglet fonctionnalité, vous avez tous les points clés, en particulier l'authentification, avec une petite présentation de haute. Alors, le schéma ici fait un petit peu peur. Je vous rassure, le principe qu'on va vous présenter, justement, ce n'est pas forcément de comprendre en profondeur haute, mais c'est de comprendre ce qu'est le rôle du développeur en utilisant une librairie haute, tout simplement. Donc, comme c'est écrit ici, on verra qu'il y a 3 phases, et on verra dans du code tout à l'heure, hein, concrètement, comment on implémente ces 3 phases. Et puis, voilà, tout ce qui est cas particulier, là, on ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui. Je vous invite vraiment à les lire parce que ça peut avoir des impacts parfois dans votre approche d'application. Ce que j'avais montré la dernière fois, c'était le modèle de données. Je vais revenir dessus un petit peu. On avait expliqué que finalement, une fois que j'ai passé l'étape d'authentification, hein, pour l'instant je ne la détaille pas, on va vraiment vous l'illustrer tout à l'heure, j'avais une API qui fonctionnait selon les standards, qui fonctionne hein, selon les standards REST, où j'ai l'URL, on le voit en haut là, une URL de base, pardon. Et je vais appeler, je vais compléter les URL pour naviguer selon une logique REST dans l'API. Donc je le passerai rapidement, hein, ces slides doivent déjà être disponibles, mais comme on écrit là, juste sur mon écran, on va faire un petit outil avec une petite démo, pardon, avec un outil tout simplement REST client, un outil qui permet de faire du REST et qui en plus sait parler le OAuth, donc ça permet sans être la tête dans une application, dans un développement mobile, de naviguer dans l'API. Donc là, ce que je fais discuter dans mes slides, tout de suite après, je vais laisser la main à Benjamin pour qu'il vous montre un petit peu avec le REST client une petite navigation. Je refais le discours quand même avant, mais Benjamin va vous j'entends du bruit là. Donc le principe de base, hein, c'est que je me connecte et j'appelle l'URL /session. Le /session, comme vous le voyez dans l'exemple, me donne l'identifiant de l'utilisateur connecté, et ça va être un élément de base pour mes requêtes suivantes. Je vais les construire voilà, en mettant /utilisateur identifiant. Et petit à petit, en faisant des tests sur ces URL, je vais reconstruire et je vais accéder aux données utilisées. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le client il a un compte caster auquel il a raccroché ses comptes BAN, ses comptes de banque en ligne. Il peut en avoir plusieurs. Je l'avais expliqué, une connexion égale un compte BAN. C'est-à-dire qu'un client qu'on aurait mis plusieurs, au moment où il va se connecter, on va lui demander de choisir. Donc on sera toujours dans un seul contexte. C'est-à-dire que quand vous serez connecté, vous aurez toujours l'impression que le client, il est comme ça, sans un seul compte BAN à la fois. Et du coup, pour savoir de quel compte BAN il s'agit, même logique que sur l'utilisateur, on va faire un get sur le compte BAN. Ça va nous indiquer le numéro du compte BAN qui est sélectionné. Et puis on va construire une requête suivante à partir de ce numéro. Derrière, ça continue. Voilà. Donc on navigue en profondeur dans l'API, on récupère les comptes. Sur un compte, on peut récupérer les cartes, etc. etc. Donc là, tout de suite, je vais laisser la main à Benjamin, qui va concrètement utiliser le REST client pour naviguer. En premier lieu, je vous l'ai promis, on va vraiment démarrer du point de départ. Donc on va créer un compte développeur, on va créer une application, et on va aller jusqu'à naviguer dans l'API. Alexandre, si tu peux donner la main à Benjamin.
Attends. C'est parti là? C'est parti, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Alors ce que je vais commencer à faire, c'est vous montrer à travers le portail Crédit Agricole Store comment créer votre compte développeur. C'est la première étape à faire pour vous, c'est vous inscrire sur le site du Crédit Agricole Store en tant que développeur. Donc là, je suis sur la page du Crédit Agricole Store. Je clique sur le bouton inscrire. On me propose deux choses en tant que client ou en tant que développeur. Alors vous, la première chose à faire, c'est vous inscrire en tant que développeur. On va vous demander quelques informations. Donc là, je rentre mon prénom, mon nom de famille, ma date de naissance, mon adresse mail. Donc là, j'en crée une spécialement pour le webinaire. .com, Castor, webinar, .com. Une petite adresse, moi je fais n'importe quoi pour l'exemple, le code postal, 68, Paris, France. Et là, on a quasiment fini l'inscription. Webinaire, rentrée identifiant, un petit mot de passe. Et ça devrait être bon. Donc là, vous n'avez plus qu'à valider. Donc là, vous trouvez sur la deuxième étape, donc c'est ce qu'on appelle le raccordement du compte BAM. Donc c'est ce que Guillaume vient de vous expliquer. Pour les développeurs, on a la case des développeurs qui vous permet d'accéder à des données bancaires de démonstration. Donc en fait, quand vous arrivez sur cette page-là, on vous en propose 4. Donc vous en choisissez un. Donc là, on va faire le premier. Donc, copier. Là, dans les codes d'accès bancaire, vous donnez l'identifiant. Ensuite, vous tapez le code d'accès. Si, c'est un code d'accès, c'est celui qui est ici. Vous ajoutez. Donc là, normalement, il va vous dire que c'est OK, que le compte en banque a été bien raccordé à notre compte Castor. Il suffit ensuite d'accepter les conditions d'utilisation et de valider l'inscription. Voilà, on est inscrit. Là, ce qui va se passer, là, c'est qu'on vous envoie un mail à votre adresse mail et que vous devez juste activer votre compte pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je suis sur mon adresse mail. J'ai bien reçu le mail de confirmation. Donc il suffit de cliquer sur le lien pour activer votre compte. Vous pouvez le faire dans la foulée. Si vous le faites au bout d'un peu plus d'une demi-heure, normalement, on va vous demander vos identifiants et mots de passe pour vous valider. Donc une fois qu'on est là, votre compte est créé et vous allez pouvoir créer votre application. Pour ça, vous avez un petit lien ici en haut, créer une application. On vous demande 2-3 petites informations, un nom d'application. Donc là, je vais l'appeler test webinar 01, juste pour le test, une petite description. Ensuite, sur la droite, on vous demande si vous utilisez les données bancaires. Donc là, si vous utilisez l'API Castor, il faut cliquer sur oui. Vous mettez le type d'application, donc là on va dire que c'est une application bancaire, encore quelques petites infos, on va dire que c'est une application de budget, puis de news. On accepte la charte des développeurs, donc là je vous invite à la lire en cliquant sur le lien. On accepte et on crée notre application. Donc là, l'application a été créée avec succès, et quand on redescend un petit peu, là on a la liste de toutes les applications, vous pouvez en créer plusieurs, et vous avez la fiche de l'application avec des informations très importantes. Vous avez l'identifiant de l'application. Ça, c'est un identifiant technique qu'on peut vous demander de temps en temps au travers de l'API. Vous avez, alors cette information est super importante, c'est la clé de l'application. Donc c'est ce que, en gros, c'est votre identification haute qui vous permet d'accéder à l'application. Donc ça, ces 3 infos-là, il faut absolument les noter, et en dessous, vous avez le secret. Et en fait, à partir de ces infos-là, c'est les infos que vous avez données en entrée à votre librairie haute et qui va vous permettre de vous authentifier. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on a créé notre application. On va rentrer ces infos-là dans une application de démonstration que j'ai fait pour l'occasion. Je vais rentrer ces paramètres et on va lancer la phase d'authentification. Dans un premier temps, c'est juste rentrer ces informations-là. Je vais vous montrer comment je m'authentifie. Et Guillaume, ensuite, vous montrera plutôt le code côté Android pour vraiment implémenter la phase d'authentification dans l'application Android. Là, c'est juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc là, je récupère ma clé d'application. Je vais la mettre dans
je vais la mettre dans mon... Je déplace ça. En fait, dans les paramètres de configuration de mon application. Donc là, je m'en suis préparé une petite où je mets toutes les informations. Non, c'était pas ça que j'ai récupéré. On peut pas le cacher. Alors, je récupère la clé de l'application que je mets ici. Ça, c'est juste mon fichier de configuration. Je récupère le secret également que je mets ici. Et je récupère également la clé d'identification. Donc ça, c'est les paramètres de mon application. En dessous, j'ai quelques autres paramètres qui sont importants. C'est la page d'authentification, la page, une page qui permet, en fait, une fois qu'on a fini la phase de validation de l'authentification utilisateur, pour autoriser l'application à accéder à l'API. Donc ça, c'est tout indiqué dans la doc, en fait, les différentes infos. Guillaume m'en parle un peu plus. Et ensuite, j'ai également l'URL ici des services exposés par l'API. Ce genre d'infos, vous devrez le retrouver dans votre application. Ce qu'on va faire maintenant, je vais enregistrer et on va, avec ça, je vais lancer mon application de démonstration qui va en fait s'authentifier. Donc là, moi, je me connecte. Donc, avant d'aller sur le formulaire d'authentification, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a eu la première phase, c'est-à-dire que l'application, la première chose qu'elle va faire, c'est à partir de ces justement là, les consumer keys et consumer secrets, elle va interroger le serveur CA-Store pour demander ce qu'on appelle un request token. C'est en fait un jeton qui va dire je veux authentifier un utilisateur et je suis telle application. En échange, on va vous donner un request token, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que on poste interroger cette URL-là avec quelques paramètres sur un standard en route. Et en réponse, le serveur va nous renvoyer un request token key et un request token secret. Ces informations-là, on va les passer ensuite à la phase 2, c'est-à-dire on va authentifier l'utilisateur. Donc pour ça, on doit utiliser la page d'authentification, c'est-à-dire cette URL-là, sur laquelle on va lui donner deux paramètres. Un paramètre qui s'appelle load token, qui est en fait le request token key qu'on a obtenu à l'étape juste avant. Et ensuite, un deuxième paramètre qui est important, ce qu'on appelle le callback. C'est en fait l'adresse de retour. Une fois que la phase d'authentification sera terminée, c'est une adresse qui permet de se rediriger vers votre application. Donc vous aurez une adresse locale que vous intercepterez dans votre WebView. Il est également possible à la base de mettre une adresse comme ça en dur, de rajouter le paramètre OOB et au lieu de vous retourner vers l'adresse de WebView, on va vous afficher une page avec toutes les infos qu'on vous envoie normalement, mais affichées dans la page. Donc si vous n'avez pas à gérer une adresse de retour, c'est un autre moyen pour le faire. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que mon application, j'ai lancé mon formulaire d'authentification. Donc ce que je vais faire, je vais m'authentifier avec le compte développeur que je viens de créer. Donc ça, c'est vous utilisez votre compte développeur pour vous authentifier. Et là, vous vous connectez. Et là, donc là, ça c'est ma page de redirection qui m'affiche juste l'authentification aussi. Si je retourne dans mon application va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire Get Access Token. C'est-à-dire qu'il va récupérer ce qu'on appelle un vérifieur à partir du callback de retour. Et on doit l'envoyer encore au serveur Castor à cette URL-là en poste. Cette URL-là ici, là, en poste, avec en paramètre notamment le vérifieur. Et en résultat, on aura maintenant ce qui s'appelle l'Access Token Key et l'Access Token Secret, qui sont les informations qui vont nous donner accès réellement à l'API. C'est-à-dire que là, maintenant, on a authentifié en fait l'application, on a authentifié l'utilisateur, et la combinaison de tout ça, ça nous donne un droit d'accès à l'API qu'on appelle l'Access Token. Donc, en deux parties, une clé et un secret. Donc ça, c'est ce que vous allez maintenant fournir à votre librairie haute pour accéder réellement à l'API. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à partir de cette authentification, on va aller naviguer en fait dans l'API via, en fait, moi j'ai un petit outil qui est un REST client qui fait les requêtes à la main. Donc on va faire ça ensemble. Donc la première chose à faire, c'est donc de configurer
les informations au hôte qu'on a récupérées. Donc ça, c'est ce que vous ferez dans votre code à la main. Moi, je le fais à la main. Vous le ferez vous passerez en entrée de votre librairie hôte. Donc, j'ai déjà récupéré mon consumer key que je renseigne, mon consumer secret. Et donc là, ce qui est important, c'est l'access token. Donc c'est le jeton d'accès pour la session. Cette session est valide 30 minutes. Donc il faudra que dans votre code, vous gériez des cas particuliers comme l'expiration de session. Vous devrez demander à l'utilisateur de se authentifier s'il veut rester plus longtemps. Donc là, j'ai rentré tous les paramètres au hôte. Et il me reste maintenant à naviguer dans l'application. Donc la première chose à faire quand un utilisateur est connecté, c'est de récupérer ces informations sur lui. Donc on a une URL, en fait c'est vraiment le service session, et lui va nous donner accès aux informations de base, c'est-à-dire l'identifiant technique de l'utilisateur. Voilà, l'identifiant technique de l'utilisateur. Donc je vais envoyer la requête, et là on a un 200, donc c'est le code, ça veut dire que tout s'est bien passé, puis on va aller regarder ce qui se passe. On a en XML les informations sur l'utilisateur. On a deux informations, l'identifiant technique de l'utilisateur et le login. Nous, on a besoin juste de l'identifiant technique parce qu'en fait, pour toutes les informations de l'utilisateur, on va aller récupérer maintenant les informations. Donc, on va taper utilisateur, l'URL. Et on va caler l'identifiant technique de l'utilisateur, et là, en renvoyant, toujours en get, c'est important. Donc on va envoyer, là, cette requête-là va nous permettre de récupérer les informations sur l'utilisateur. Donc là, ce que je viens de lancer la requête en XML, donc j'ai toutes les informations sur l'utilisateur. On a pour l'instant, pas grand-chose. On a surtout une liste de ressources REST auxquelles on peut accéder. Donc, on peut accéder à l'information actuelle, là, l'utilisateur, c'est ce qu'on vient de lancer. On peut aussi récupérer la liste de ses comptes BAM, et puis tout un autre, des informations de géolocalisation. En fait, tout ça, c'est des liens vers d'autres services. Donc, par exemple, si on veut récupérer les informations SOS, je copie le lien qui m'est donné, donc juste SOS parce que le début, c'est la même chose. Et donc j'envoie, donc là j'ai des petites informations SOS, donc là j'ai appelé un premier service sur l'utilisateur qui est les informations SOS de l'utilisateur. Je peux récupérer d'autres informations, on va aller chercher, donc je vais relancer parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc on a les informations du compte BAM qui sont ici. Donc là on va récupérer la liste des comptes BAM, donc comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, quand l'utilisateur s'est connecté et qu'il a plusieurs comptes BAM, en fait, on va lui envoyer juste le compte actif, c'est-à-dire celui qu'il aura sélectionné dans la phase d'authentification. Donc là, on a l'information sur le compte BAM, on a l'identifiant technique du compte BAM, et donc là, la première chose à faire, c'est d'aller consulter les informations. Donc comme ça, vous allez pouvoir descendre au fur et à mesure. On a aussi d'autres petites informations, comme ça, c'est des informations techniques que vous n'aurez pas forcément besoin de temps pour l'instant, parce que c'est des services auxquels vous n'aurez pas accès pour le moment. Donc là, on va aller plutôt directement au niveau du compte BAM, voir ce qu'il nous offre à disposition. Donc on a pas mal d'informations encore, on a tous les liens qui nous sont accédés, donc là on a toujours l'identifiant de la ressource. On peut accéder à la liste des comptes, à la liste des crédits, la liste des assurances vie, la liste des rentes, la liste de retraite et encore quelques petites informations, c'est les mêmes que de terme, vous en aurez avant sans souci. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est partir récupérer la liste des comptes. Donc à chaque fois, je renseigne mon URL, je récupère celle qui est dans le lien et je la colle dans ma barre d'URL qui me permet de lancer. Donc là, on a un peu plus d'informations cette fois-ci. Donc là, on a la liste de nos comptes. Donc on a toutes les informations sur le compte. Donc on a un compte chèque avec pas mal d'informations, on a un alias, donc ça c'est un libellé en fait du compte chèque, on a une catégorie nature, des informations, la date du solde, on l'a pas dans la case. Dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, mais on a d'autres informations. On a des encours, c'est-à-dire le solde
le montant des opérations, on a pas mal d'autres infos titulaires. On a ce qui va vous intéresser, pas mal, c'est sûrement le solde du compte. Et donc on a la liste, comme ça vous pouvez parcourir, on a la liste de tous les comptes de l'utilisateur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va encore descendre d'un cran et on va aller regarder le détail de ce compte. Donc en fait, ça ne va pas faire grand chose sauf vous donner des liens supplémentaires, parce qu'en fait les informations sont les mêmes que dans la liste. Mais par contre, on a les opérations et toutes les opérations qui sont accessibles. Donc on a ce coup-ci la liste des cartes de crédit, la liste des opérations, et puis d'autres choses. Là, c'est des recherches sur les opérations. On a les réserves de crédit, par exemple, le détail. Bon, je vais aller juste sur les opérations, puis après je m'arrêterai là pour ce qui est l'exploration dans l'API, et je vous montrerai deux, autres choses. On a la liste des opérations. Donc une opération, il y a plusieurs informations, la date. Donc ça, c'est la date à laquelle l'opération a été réalisée. On a la date valeur qui correspond à la date dans laquelle ça sera pris en compte sur le compte du client. On a un libellé court, qui est vraiment un petit libellé qui décrit l'opération, un libellé long, qui est celui-là. Et des fois, on peut avoir d'autres libellés également. On a, c'est super important pour vous, c'est le montant de l'opération. Et c'est tout ça, c'est toutes les informations auxquelles vous pouvez avoir accès pour l'opération. Et donc, on a toute la liste des opérations. Pour information, on n'a pas un historique d'opérations qui remonte très très loin. C'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser le mois et demi ou les 2 mois. Vous n'allez pas pouvoir faire comme ça des synthèses sur un semestre, une année entière. Ça ne remonte pas jusque-là dans l'historique des opérations. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est en fait, là, si vous avez pu constater, c'est qu'on a tout en XML. Après, sur les applications mobiles, vous pouvez avoir envie de travailler plutôt avec du JSON. Il n'y a aucun problème pour ça. En fait, on a des en-têtes ici, là. Donc, une première en-tête qui est l'autorisation, qui est en fait la signature haute. Donc ça, c'est la signature qui va être générée par votre framework. Mais là, pour ce qui nous intéresse, on en a 2 autres qui s'appellent le content type et l'accept. Accept, c'est ce qui va vous intéresser pour ici. C'est vous allez dire ce que vous acceptez en retour du web service. Donc vous avez la possibilité de le faire en XML ou en JSON. Donc, pour le faire en JSON, il suffit de remplacer l'application XML par application JSON. Et donc là, on va relancer la requête et on va se retrouver avec un format différent, comme vous voyez en bas. Maintenant, j'ai reçu du JSON. Donc, ça permet, en fonction de vos préférences, soit d'utiliser du XML, soit d'utiliser du JSON. Par défaut, si vous n'enseignez pas le header accept, vous allez vous retrouver avec du XML. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui est important, c'est bien de mettre ces headers-là. Le content type, ça, vous pouvez le mettre. Le accept pour bien indiquer ce que vous voulez mettre. Parce que si on se retrouve à mettre n'importe quoi, par exemple, alors on va mettre le X3W forme URL encoded, et on va le faire, par exemple, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déconnecter l'utilisateur. Pour ça, je vais changer la méthode, et puis je vais aller supprimer la session. Je supprime la session, c'est la ressource session, delete. Et voilà, on va se retrouver avec une belle erreur normalement. Donc là c'est en blanc, je regarde ce contenu, et donc là le code d'erreur c'est 406 inacceptable. Donc là en fait ce qui vient de se passer, c'est que le header que vous avez envoyé n'est pas le bon. Donc si vous avez des erreurs, la première chose à faire quand vous allez avoir des erreurs un peu bizarres, genre des 406, des 412, c'est de vérifier vos headers et de bien vérifier que vous avez bien le accept. Le accept qui est correct avec le bon. Donc là, cette fois-ci, on va le réaliser là, comme ça. Avec l'application JSON, on va supprimer notre session. Et là, donc, on a un 204, pas de contenu, donc ça signifie que ça s'est bien passé. Et donc, normalement, en fait, la session vient d'être détruite. Donc là, ce qu'on va essayer de refaire, c'est de récupérer les informations de session et on va voir qu'on va se faire jeter. Donc là, quand la session est active, vous allez avoir un 400. Donc quand vous avez ce code d'erreur là, ça signifie qu'il faut que vous réauthentifiez l'utilisateur parce que la session n'est pas correcte. Ou alors vous n'avez pas réussi à authentifier l'utilisateur. Donc voilà, on a fait le tour
Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais redonner la main à Guillaume qui va plus vous présenter un peu le détail du code sur Android. Voilà, Alex, est-ce que tu peux passer la main à Guillaume? Ok, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Alors, c'est parti. Merci à Benjamin pour son intervention. Vous l'aurez compris, il nous a montré un outil qui permet de comprendre comment la taille marche. Alors, oui, c'est bon. Il n'y a pas encore ton mot, quoi. Ouais. Ok, qui nous permet de comprendre un petit peu comment on fonctionne dans comment on navigue dans l'API. Alors, c'est vraiment utile hein, parce que bien souvent les développeurs ils naviguent dans l'API qu'au travers de l'application mobile. Et je pense que voilà, vous êtes développeur mobile, vous avez déjà rencontré ce genre de problème. Des fois, on ne voit pas bien, on n'a pas la réponse qu'on attend. Et le fait de naviguer manuellement dans l'API peut expliquer certaines erreurs. Le petit focus sur les erreurs HTTP qui peuvent être tournées est très, très important. Quand l'API vous renvoie une erreur avec un code HTTP 401, 403, 406, etc., nous on a fait le travail pour que ces erreurs soient cohérentes. Ce n'est pas au hasard. Il y a toujours une raison. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de tout ce que Benjamin vient de faire, c'est de regarder un petit peu ce que ça donne dans du code mobile. Alors, Benjamin, il a utilisé un petit code en Java qu'on a fait nous-mêmes, qui intègre un client OAuth. Alors, je l'ai déjà dit, je le redis. Je vois plus ma souris. Le but du jeu, c'est pas de développer OAuth. Hein. C'est relativement compliqué. Ce qu'on n'a pas vu au travers de la démonstration de Benjamin, c'est justement ça qui est important, c'est que chaque requête qui partait, elle était signée et chaque signature en fait est spécifique à chaque requête. Dans le cas de la démonstration de Benjamin, c'est le REST client qui a pris ça en charge. Et l'authentification, elle, a été faite par un bout de code Java qui s'appuie, donc je l'ai déjà dit, sur un client OAuth. Comme je le disais dans les questions, éventuellement on pourra mettre à disposition ce bout de code. Le but du jeu, c'est pas que vous passiez du temps à faire un développement en dehors des applications mobiles. Ce bout de code, il ne s'utilise pas dans les applications mobiles, c'est du Java pur et dur. Donc, par rapport à tout ça, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit projet Android. Alors, je suis sur Windows, donc c'est bien plus simple de vous montrer du Android pour vous montrer les grands principes. En fait, on va retrouver exactement ce que Benjamin a présenté. Et il va falloir bien comprendre que le but, c'est juste de renseigner les URL qui sont intéressantes, de renseigner le consumer key, le consumer secret, et de laisser le client faire les signatures. À partir de ce moment-là, vous allez gagner un temps fou plutôt que de développer vous-même la chose. Alors, ici, vous voyez le projet. Hein, on va s'appuyer sur voilà, les librairies Signpost pour faire du OAuth. Hein, je vous invite à les utiliser, elles sont plutôt pas mal. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, on a suivi beaucoup de développement d'applications. Il y a parfois des librairies OAuth qui apportent aussi des bugs. Hein, donc, quand vous voyez des erreurs justement que vous n'attendez pas, si vous n'arrivez pas à les reproduire avec un outil presse client, on peut commencer à se poser des questions sur le client OAuth. Alors, ce client que je vous présente, il est très light. Il va s'occuper que des signatures, de façon à laisser la main aux développeurs sur tout le reste pour qu'on maîtrise bien ce qu'on fait. Ça peut aussi, du coup, complexifier un peu le code, mais moi je trouve que c'est mieux parce que on a moins de chances d'avoir justement des bugs, comme je disais. Alors, le code, il est organisé, c'est un petit peu compliqué à faire une démonstration comme ça. On verra si on peut le mettre à disposition, mais vous allez voir, on n'est pas développeur Android, hein, donc c'est juste une illustration. Je ne dis absolument pas que ce code est performant ou je ne sais quoi. En fait, à l'image de ce que Benjamin a présenté, on a un petit
un listing en fait de toutes les informations qui nous intéressent. Donc vous voyez ici l'ID de l'application, surtout le consumer key, le consumer secret, les URL. Donc ça, par exemple, là on voit ici l'URL qui permet de récupérer le request token, récupérer l'access token, et puis les URL d'authentification. Le virement, on n'en parlera pas aujourd'hui. On pourra revenir dessus peut-être plutôt le prochain cas. Et pareil, le client il va référencer toutes les URL. On lui donne les informations et on démarre. Donc nous on a une activity qui va juste lancer la suite. La suite ça se passe dans ce que nous on a fait appeler la WebView Activity. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le but du jeu entre guillemets, c'est que l'application mobile, elle initialise une demande d'accès à CA-Store. En fait, elle demande le request token. CA-Store fournit un request token et elle va rediriger l'utilisateur vers la WebView d'authentification avec ce request token. Donc, chaque demande vers CA-Store est signée. Et le travail du développeur, ça va être d'implémenter cette demande-là et d'appeler une WebView pour l'afficher à l'utilisateur. Dans ce code-là, voilà, je vous passe un petit peu les détails des getters, des setters et des échanges. En fait, on s'échange toutes les informations par des intents entre les différentes activités. Je ne sais pas si ça se dit en français d'ailleurs. Activity. Et puis là, en fait, on va commencer par initialiser tout simplement notre client au hôte. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Je crée, alors, ça c'est vraiment le client Signpost qui fonctionne comme ça. On a besoin de créer un provider. Donc, c'est pour définir la cible. Donc ici, notre cible, c'est CA-Store. Donc vous savez qu'il y a d'autres providers d'identité et d'autres API en haut. Donc on va lui indiquer l'URL du request token, l'URL de l'access token. Il n'aura pas besoin de beaucoup d'autres choses pour fonctionner. Et on va créer un deuxième objet qui est le client, qui représente vraiment l'application, auquel on va donner le consumer key et le secret associé. À partir de là, c'est là que vraiment je vous incite à utiliser les clients. Vous voyez, il n'y a aucune notion de signature. Le client il fait tout pour nous. On lui donne finalement, on lui demande de lancer la demande de request token. Alors tout à l'heure, Benjamin a bien indiqué, il y a des notions de callback, donc tout est prévu, c'est un protocole qui est standardisé. Ici, ce client, il demande le callback en deuxième paramètre. Donc c'est parti. Et en fait, tout simplement, on va récupérer le request token en réponse à cette URL. Donc derrière, l'idée c'est de construire l'objet WebView. Alors je reviendrai un peu sur tous ces paramètres, je continue juste dans la démonstration globale. C'est là que le développeur a un petit peu plus de travail. Il va falloir préparer la WebView avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour intercepter la réponse de CA-Store. Donc, ça, c'est le code Android qui est fait comme ça. En général, ça se passe avec, on ajoute des petits triggers. Voilà, ici, on va surveiller le moment où ça revient sur le callback. C'est tout simplement ça. Quand ça revient sur le callback, ça veut dire que l'authentification est finie et qu'on peut fouiller la réponse. Il y aura devant l'access token. Mais finalement, alors excusez-moi, c'est décousu, mais c'est le code Android qui est fait comme ça. Là, on va juste lancer l'URL, la WebView avec l'URL d'authentification. Et le fameux URL, vous vous souvenez, c'est ce que j'ai récupéré en demandant mon access token. Donc voilà, il n'y a pas de notion de sécurité, il n'y a pas de notion de protocole, de signature, etc. Tout est transparent quand on utilise un client au hôte. Donc cette WebView, finalement, l'utilisateur, qu'est-ce qui va voir apparaître? La fameuse page d'authentification. J'essaie juste de récupérer ça, mais on a vu tout à l'heure dans la démonstration de Benjamin, c'est ça qui va apparaître. Donc là, l'application n'a rien à faire, c'est l'utilisateur qui tape son login mot de passe à l'intérieur. Et puis finalement, il va y avoir des redirections. Tout à l'heure, on a parlé des comptes ban, etc. S'il y a plusieurs comptes ban, c'est dans une page intermédiaire. L'utilisateur il va être amené à sélectionner son compte ban. Le sous-message qui se cache derrière, c'est n'essayez pas d'intercepter les requêtes, etc. Ça va apporter des complications. Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller le retour vers cette callback. Et quand on revient vers cette callback, alors Benjamin n'a pas fait de pause là-dessus tout à l'heure, mais si vous voulez, CA-Store il renvoie comme ça, en mettant le token en paramètre là derrière. Donc tout simplement, je surveille le retour à la callback, et quand je détecte, je cherche
je cherche les réponses. Alors, il y a une petite étape intermédiaire dans le protocole OAuth, c'est qu'il ne renvoie pas directement le OAuth2P, il nous renvoie un verifier. Le verifier, c'est une étape intermédiaire, je ne vous détaille pas tous les avantages sécurité du protocole, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce verifier, je le mets dans mon, enfin voilà, j'appelle le provider avec le consumer et des informations, et ça va tout simplement me charger l'access token dans mon objet consumer. Vous voyez, c'est transparent et même pas à savoir où, quoi, comment. L'objet est maintenant prêt à il y a toutes les informations pour le code. Alors nous, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Et c'est là que ça revient plus dans votre code à vous, et vous faites comme vous voulez. Nous, on a juste voilà, on a lancé une autre activité, pardon. Donc là, c'est une activité, on lui passe les informations qu'on a obtenues pour qu'elle puisse, elle, faire des requêtes signées. Ce n'est pas forcément la méthode la plus simple. Encore une fois, je rappelle qu'on n'est pas développeur Android. Mais cette activité, quand elle se lance, ça récupère toutes les informations. Et puis, très classique, hein, moi je vois très souvent dans les développements où j'ai toujours le code, nous on a créé un petit objet MyRS client. C'est juste un objet client HTTP qui va intégrer la méthode de signature. Donc, je vais revenir très rapidement dessus. Et finalement, dans chaque page, je crée ce REST client et puis j'appelle mes URL au travers de ce REST client. Voilà, vous voyez. Hop. Donc là, on retrouve le slash session, hein, la première URL dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, là, on va vraiment être dans la partie du développeur. Et puis la réponse, alors moi, dans mon exemple, c'est du JSON. Donc en fait, voilà, je vais interpréter la réponse de la façon, en parsant le JSON. Alors je fais un petit break là-dessus en revenant sur la documentation. Mais pour tout ce qui est parser les réponses de ces restaurants, il y a quelques outils ici, vous voyez, qui vont vous relister les objets sous forme Java, par exemple pour Android, etc. Donc si vous utilisez un parseur, je sais pas, JSON vers Java, vous pourrez assez simplement faire le mapping avec ces objets. Je m'arrête rapidement sur mon REST client. Et vous voyez, donc c'est là le seul moment où on entend parler un peu de signature, mais encore une fois, c'est pris en charge par le client hôte. Donc là, tout simplement, mon REST client, voilà, je lui passe les informations. Vous vous souvenez, Benjamin il avait passé là, les quatre informations, le consumer key, le consumer secret, et puis le token et le token secret. Donc l'idée, c'est que je passe ça à mon client. Et puis quand j'appelle, tout à l'heure, vous voyez, j'ai appelé la méthode callget. C'est des objets comme les développeurs ont l'habitude de manipuler. Donc là, je suis sur une librairie HTTP. Je ne sais plus trop qu'est-ce que c'est que cette librairie. Le HTTP client, je crois que c'est vraiment une très classique sur Android. Et j'ai rajouté la fameuse, on retrouve vraiment les étapes que Benjamin a écrites tout à l'heure. Et puis, voilà, au passage, j'ai signé la request. Donc quand j'ai fait ça, en fait, il a généré la signature et il a ajouté un header d'autorisation haute. Encore une fois, c'est transparent pour vous. Vous n'avez pas trop à réfléchir au pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Et vous exécutez votre requête, et puis vous retournez la réponse. Donc le principe de base, en gros, c'est d'utiliser un client haute pour générer les signatures et prendre en charge la partie création du request token, demande des request token, demande de l'access token, etc., etc. Et puis la signature des requêtes. Je vois l'heure qui tourne, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier webinaire et voir avec vous si vous avez un petit peu des questions là-dessus. Il y avait quelques suites dans les slides, mais encore une fois, c'était juste un rappel sur des choses qui avaient déjà été dites. En particulier, on a fait des parocodes hautes. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment d'illustrer ce que ça voulait dire, ça, ne pas recoder haute, c'est utiliser une librairie qui va gérer pour vous les signatures. Je m'arrête, avant de laisser la parole, je m'arrête rapidement sur cette phrase qu'on a déjà dite. Ne pas collecter d'informations personnelles.
Alors là, on est dans un contexte un peu particulier avec le hackathon, puisque le but du jeu est justement d'aller mélanger des données d'autres API. Donc la question a été posée plusieurs fois. Tout ce qu'on demande, c'est de ne pas mettre en risque le client et la chaîne d'anonymisation. Je ne vais pas tout redécrire, mais grosso modo, Castor, quand il répond, il ne donne pas l'information, il ne donne pas le nom du client, il donne une identité qui n'est pas exploitable hors de Castor. Il est très possible effectivement que les autres API vous demandent vous donnent accès à des informations nominatives. Quand on dit de ne pas faire de rupture, c'est éviter de prendre ces ID Castor et de les envoyer aux autres API pour qu'une entité externe sauvegarde en face d'un utilisateur nominatif une identité anonymisée Castor. Ça, c'est une première chose qu'il faut éviter. La deuxième chose qu'il faut éviter, on sait que pas mal des API de nos partenaires ont des connexions persistantes. Donc, il n'est pas forcément utile d'aller sauvegarder sur le mobile des informations nominatives juste à côté des informations anonymisées du client. On ne peut pas faire tous les cas possibles là en quelques minutes, mais je vous invite à réfléchir vraiment à ce dont a besoin votre application pour fonctionner et chercher s'il y a un endroit, que ce soit dans le mobile, dans une appli tiers, dans un serveur tiers, vous avez un nom client à côté d'un nom anonymisé et que vous construisez comme ça une base qui va apporter du risque pour ces acteurs, c'est là que ça va poser problème. En principe, dans le mobile, vous devrez avoir que l'identité du client connecté et du fait des modes de connexion persistante aux autres API, il devrait y avoir toujours une façon de s'en sortir. Il n'y a absolument pas de problème pour, si vous posez vraiment des questions par rapport à ce point-là qui est assez touchy, essayer d'organiser des créneaux plus appli par appli où vous expliquez un peu ce que vous voulez faire et si vous avez un doute quelque part. Ça, il faudra se tourner vers Bimaya, vers Alexandre peut-être, pour faire une requête dans ce sens-là. Bon, là, on a un petit doute sur la sécurité ici. Est-ce qu'on pourrait discuter avec ces acteurs de notre projet aussi. Voilà. Je vais pour aujourd'hui. Ok. On va regarder la question sur l'identité. Guillaume, Ouais. tu m'entends? Ouais. Bon, super. Écoute, Je t'entends. merci beaucoup. Il y a, alors là, je m'adresse aux participants. Je pense que c'est maintenant l'occasion pour vous de poser vos questions. Enfin voilà, si vous avez des problèmes un petit peu plus, des soucis d'intégration un petit peu plus spécifiques, je vous invite à les poser maintenant. Il y a Laura également qui pose des questions. L'identité donc acceptée au niveau de la collecte. Est-ce que Guillaume, tu as accès à l'interface question? Alors, je vois l'interface question, du coup je vais les parcourir et je vais commenter en live. Éventuellement, je vais peut-être écrire. Alors, je lis. Alors, l'identité est donc acceptée au niveau de la collecte. Alors, comme j'expliquais, je vois que c'est Laurent aussi qui a posé toutes les questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut identifier l'utilisateur soit avec un prénom ou un pseudo? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle identifier l'utilisateur. Je fais un scénario. L'application se connecte à CSTOR, le reconnaître. Le reconnaître pour le reconnaître par rapport à quoi en fait? C'est-à-dire qu'une application elle se lance, elle va se connecter à CSTOR, donc là il va taper son login mot de passe CSTOR, et vous allez récupérer un identifiant quelqu'un. Dans un cas simple où il n'y a que du CSTOR, je me reconnecte une deuxième fois, l'utilisateur retape son login mot de passe CSTOR et il s'authentifie à nouveau à l'API et puis il rebelote. Entre-temps, si l'application veut créer de la valeur, elle va pouvoir par exemple sauvegarder son identifiant ou l'identifiant de certains de ses comptes et puis ajouter des informations là-dessus.
L'identité qui va être vraiment sensible, là, c'est l'identité du compte CS Store. C'est-à-dire que si je mets à côté de cette identité-là un nom que je l'envoie à un autre serveur, que je sors et que mon application fait ça pour les 10 000 utilisateurs du CS Store, il faut comprendre qu'on va créer quelque part dans un endroit non maîtrisé une base de données qui va tout simplement casser la chaîne d'anonymisation, c'est-à-dire que si cette base de données se fait attaquer, la personne qui va récupérer ces informations pourra savoir pour chaque communicateur qui est derrière. C'est ça qu'on veut éviter. Et du coup, je reviens un petit peu sur la question, mais identifier l'utilisateur avec un prénom ou un pseudo, ça peut aussi vouloir dire, ok, mon client, mon utilisateur dans mon application, j'aimerais bien afficher un pseudo pour que ce soit plus convivial, etc. L'utilisateur, il a tapé je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais revenir. L'utilisateur, à la base, il a choisi un login, et je crois qu'on le voit, dans la première requête. Là, tu confirmes, là? Vous voyez, là, ici, j'ai mis GCOD 01. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien, mais en attendant, effectivement, voilà, il y a une question aussi de Damien. Est-on obligé de s'identifier à chaque fois qu'on lance l'appli? On peut le faire automatiquement. Ouais, alors, non, vous ne pouvez pas le faire automatiquement. Je m'explique. Hein. Pour que l'API fonctionne, pour qu'on puisse accéder aux données bancaires du client, il faut absolument que le client se soit authentifié. Maintenant, j'ai bien dit pour accéder à l'API et accéder aux données bancaires du client. Maintenant, si votre application n'a pas besoin systématiquement d'accéder aux données bancaires, qu'elle fonctionne de temps en temps et justement avec une autre API, un autre serveur, etc., vous n'êtes pas obligé d'imposer l'authentification. C'est avec nous, bien ça pourra créer une meilleure expérience utilisateur et ça évitera de demander à l'utilisateur de saisir son mot de passe un peu partout dans des situations où il n'est pas forcément seul derrière son mobile. Donc le mot de passe CS Store, la saisie du mot de passe CS Store, le process qu'on vient de montrer, c'est vraiment quand vous avez besoin d'accéder à la donnée bancaire, quand vous avez besoin de faire un virement, quand vous avez, voilà. Alors, je vois la question posée par Damien. Moi, oui, vas-y, je t'en prie, Guillaume. Je rebondis juste sur un automatiquement. Rien d'automatique, hein, absolument. Parce que si vous commencez à faire de l'automatisme, ça veut dire que quelque part, vous allez sauvegarder le mot de passe CS Store à un endroit. Et ça, ce sera absolument pas accepté, quoi. Il faut que le mot de passe il vienne de l'utilisateur. Bon, ben, très bien. Du coup, bon, c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que sur le groupe Slack, Benjamin et Guillaume sont connectés, donc sur le Slack CA Store, sur le Slack CA Store. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à aller à interagir sur ce groupe. Ok, donc ils regardent un petit peu tous les jours s'il y a eu des nouvelles questions, si vous rencontrez des blocages sur le développement de votre application. Et voilà, il y a une question de Pierre-Antoine. Au niveau des librairies, dans l'exemple, c'est Signpost, je crois. On parle de Jersey dans la doc. Est-ce que les autres sont moins bien? Je pense à Scribe pour Opus. Alors, une toute petite seconde. Hein. Jersey, on en parle. C'est pour faire des autres, c'est plus le client reste. Ouais. On n'est pas expert dans toutes les librairies. Absolument pas du tout, même si on n'est pas les développeurs mobiles. Guillaume, on t'entend pas très bien, Guillaume. Ouais. On t'entend pas très bien. Alors je suis pas fort ou ça sature? Tu es pas fort. Ok, une seconde. Là c'est mieux?
Allô? Oui, c'est mieux. Ok. Donc je disais, on connaît pas toutes les librairies. Hein. Ces librairies, elles sont open source. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pour toutes les technos. Euh, euh, Moi, si j'ai fait l'exemple avec Signpost, hein, c'est parce que j'étais aussi développeur, tout simplement. Je me suis lancé dans l'API du point de vue développeur, et c'est celle que j'ai trouvé le plus simple. J'explique en quelques mots d'autres cas qu'on a croisés. On a croisé des librairies qui accompagnaient l'utilisateur de bout en bout, hein, qui lançait la WebView, qui faisait vraiment tout, mais qui était buggé. Et du coup, le développeur qui nous remonte ça, il me dit voilà, moi j'arrive pas à faire une requête en poste, votre API marche pas. En fait, en regardant, on s'aperçoit que la librairie, tellement les usages pour une API sont en get, ils n'ont même pas implémenté la signature en poste. Et elle était tellement complexe que ni nous ni le développeur on arrivait à la réparer. Donc l'intérêt de Signpost ici, c'est que il fait juste le strict nécessaire. Comme vous l'avez vu quand même dans l'exemple de code, il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Hein. Typiquement, bien lire la documentation sur les 3 phases, bien comprendre cette interaction à 3 là, entre l'utilisateur qui saisit dans la WebView et le mobile qui échange avec CSTOR en premier, et cette étape de verifier, là, des fois, là, on ne s'attend pas à celle-là. Hop, je retourne dans la doc. Il faut vraiment, par rapport à la documentation du client hôte, se rapprocher de ça. Autre remarque sur les clients hôtes, il y en a certains qui font que de la signature et d'autres qui font que le process d'authentification. Ça, on a vu le cas aussi. Donc, bien sûr, je n'ai pas les noms, c'est des clients, quand je vois qu'ils font que sur un domaine, je ne les conseille pas forcément. Encore une fois, c'est une poste, vous avez vu, il fait le retrieve access token, le get access token, le sign. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Ok, super. Je pense qu'on est bon. Laura, sur les groupes Slack, normalement tu as accès à tous les channels, mais on va double-checker que tu aies bien accès à celui du CA Store. Voilà, encore une fois, je vous invite à aller y poser vos questions. De toute façon, ce webinaire, on vient d'enregistrer ce webinaire. Est-ce que, par la même occasion, Guillaume, tu peux nous faire parvenir les slides que tu as présentés au début? Oui, je peux. Pour information, c'est très proche de ce que j'avais déjà présenté. D'accord. Ok. Bon, du coup, on diffusera le webinaire. On diffusera le webinaire aux participants. Alors, donc du coup, merci beaucoup. Pour information, on est en live des bureaux de Be My App. Donc il y a également John qui va faire un petit point sur la Mobile Banking Factory et également vous donner quelques tips. Donc si vous êtes intéressé pour rester en ligne, je vous invite à rester en ligne. Auquel cas, on se voit donc au prochain webinaire. Je reprends l'écran pour vous repartager l'agenda. Hop là. Voilà donc l'agenda des webinaires. Concrètement, le prochain webinaire, c'est donc avec les équipes de XI. C'est mardi 31 mars de 18h à 19h. Voilà, idem, on partagera l'info par mail et sur Slack. Donc voilà, merci Guillaume, merci Benjamin et à très bientôt. Pour les autres qui veulent rester, on va lancer John qui va se connecter et partager quelques informations importantes autour de la Mobile Banking Factory. Merci. Merci Guillaume, salut.